Marqué l'actualité. Au petit matin du 12 mars 2003, le réveil a dû être bien difficile pour les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Dominique Perben et Nicolas Sarkozy. Les deux hommes apprennent que le gangster le plus célèbre de France, Antonio Ferrara, s'est échappé à 4h22 du matin de la prison de Fresnes. Les détails de l'affaire sont stupéfiants. Nous allons vous les décrypter. Ce soir, c'est un commando d'une quinzaine d'hommes armés de fusils d'assaut et de lance-roquettes qui ont semé la terreur aux abords de la prison durant 15 minutes avant de récupérer l'homme qu'ils étaient venus chercher, Antonio Ferrara. Ce jour-là, on imagine que les patrons des services de police concernés ont reçu un message clair, net et précis des plus hautes autorités de l'État. Il faut retrouver vite, très vite, Antonio Ferrara. Hervé Lafranc, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le patron de l'OCRB. Vous vous souvenez de cette nuit du 11 au 12 mars 2003 ? Je me souviens surtout de mon réveil qui fut... On vous a réveillé ce jour-là, ce soir-là, cette nuit-là ? Oui, tout à fait. D'autant que ça s'inscrivait dans une semaine qui était noire pour nous, puisqu'une semaine auparavant, un autre personnage qui nous importait, José Manconi, s'était évadé de la prison de Borgo. Donc ça faisait un peu beaucoup. Ça faisait beaucoup. Vous vous souvenez aussi des propos du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, c'était vous me le retrouvez vite, très vite. C'était un peu ce ton-là quand même ? C'était un ton qu'il a adressé à mes patrons de l'époque, mais qui était effectivement assez péremptoire. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite en images, et puis la suite, en tout cas l'arrestation d'Antonio Ferrara, le parcours de Ferrara, son évasion spectaculaire, sa cavale. Alors qui sont ces hommes qui ont pris le risque de cet assaut quasi militaire contre la prison de Fresnes il y a un peu plus d'un an? Comment vous, les enquêteurs, avez retrouvé la trace de celui qui est devenu au fil des ans l'ennemi public numéro 1 presque? Enfin, qui est donc cet Antonio Ferrara, alias Nino, alias Souko? L'enquête de ce soir est signée Delphine Cargaillan et Emmanuel Fauconnet. Juillet 2003. La police vient d'arrêter un des hommes les plus recherchés de France. Il s'appelle Antonio Ferrara, il a 29 ans. L'homme s'est fait connaître 4 mois plus tôt en organisant la plus incroyable des évasions. Personne ne pensait que les murailles de Fresnes, un jour, seraient attaquées. Antonio Ferrara, c'est un garçon qui n'est pas fait pour rester enfermé. Là, c'était une véritable opération commando. Personne ne pouvait rien faire. À part Rambo, s'il était là, avec sa grosse mitrailleuse, mais encore. C'est un cataclysme énorme, l'évasion de Fresnes. Il faut le retrouver. Ferrara a une palette de qualités qui le mettent largement, à mon avis, au-dessus de Mesrine. Un petit voyou de banlieue, devenu roi de l'évasion, Secret d'actualité vous raconte la fulgurante ascension d'Antonio Ferrara. Voici le visage d'Antonio Ferrara. Il a 28 ans et en ce printemps 2002, l'individu est recherché sur tout le territoire. On le soupçonne d'être impliqué dans une série d'attaques de banques et de fourgons blindés. L'homme est considéré comme très dangereux. C'est même une figure emblématique du nouveau banditisme. Ferrara est un petit voyou qui est en train de faire la conquête du milieu et des grands voyous. Tout commence en 1983. La famille Ferrara quitte l'Italie pour la France et s'installe cité Gabriel, un des quartiers les plus sensibles de Choisy-le-Roi, au sud de Paris. Il arrive dans une cité où même s'il n'y avait pas eu Ferrara, c'était déjà chaud, quoi. Choisy, Vitry sont des lieux un peu, malheureusement, historiques du braquage en Île-de-France. La banlieue sud, c'est une banlieue très dure depuis très longtemps, depuis en effet les années 70 et peut-être même avant. Antonio est âgé de 10 ans. Avec ses parents et ses 6 frères et sœurs, il habite au dernier étage de cet immeuble. Dès le départ, sa famille doit faire face à de grandes difficultés. Le père va vendre des pizzas dans un camion ambulant.
aidé par ses fils et un peu plus tard par Antonio. Ils sont venus en France, c'est pour travailler, c'est pour essayer de trouver du travail, parce que là-bas, ils ne travaillaient pas. Et ils ont eu du mal à s'adapter. Ferrara quitte l'école à l'âge de 16 ans. Très vite, et en dépit de sa taille, il va devenir un petit caïd. Le jeune homme mesure 1,63 m et pourtant, il va parvenir à se faire respecter dans sa cité. Ferrara a une personnalité qui fait qu'on le respecte, comme un acteur s'impose à l'écran. Antonio Ferrara va se faire plein de petits copains qui vont devenir des complices. C'est tous ces braves jeunes gens-là qui, au fur et à mesure de son ascension à lui, vont l'aider. Un peu comme les gamins à la maternelle qui liraient leur sang en disant on est liés à jamais, quoi, je veux dire. C'est des gens qui ont été élevés ensemble, qui se connaissent tous. Ainsi, à 20 ans, Antonio Ferrara fait ses premiers pas dans la délinquance. Il vole des autoradios et des enjoliveurs de voitures. Mais très vite, il se tourne vers d'autres activités, bien plus lucratives celles-là, les attaques de banque. Seulement le jeune homme s'y montre pour le moins maladroit. 10 avril 1997, c'est le premier hold-up d'Antonio Ferrara. Et ce jour-là, il va commettre une erreur. Comme le montrent ces images prises par une caméra de surveillance, Ferrara opère à visage découvert. Ils sont deux, ils sont armés bien sûr. Les personnes qui se trouvent dans les banques sont attachées avec du rouleau adhésif. Avec son complice, ils essayent d'enlever la cassette vidéo, l'enregistrement de la banque, et ils n'y arrivent pas et ils l'abandonnent sur place. Donc on va pouvoir l'identifier, c'est ce qui va le perdre. C'est ses premiers faits d'armes véritablement importants dans le milieu du banditisme, parce que là, on franchit une étape. À peine entré dans la délinquance, Antonio Ferrara se fait arrêter par la police. Mais un an plus tard, il va parvenir à s'enfuir. Et cette fois, le jeune homme décide d'apprendre sérieusement son métier afin de devenir un braqueur professionnel. Ainsi, Antonio Ferrara décide de se spécialiser dans l'attaque de fourgons blindés. Face aux traditionnelles attaques à main armée trop risquées, Ferrara développe et met au point une technique beaucoup plus radicale, l'attaque à l'explosif. Il est parfaitement autodidacte en la matière. Il s'est formé lui-même à ces techniques d'explosifs. Il a été vu à plusieurs reprises dans des casses auto en train de s'exercer sur des carcasses de camions. Et dans ces casses auto, Antonio Ferrara perfectionne un procédé infaillible. On l'appelle la technique parabole. La charge de plastique est recouverte par une parabole ou un simple cadre pour concentrer l'effet de souffle. Cette méthode devient la signature d'Antonio Ferrara. Il y a un enquêteur, il y a quelqu'un de la PJ qui m'a dit, de toute façon c'est pas difficile, quand on arrive sur une attaque de fourgon blindé attaqué à l'explosif, si ça a bien pété, si le trou est beau, si les bifetons n'ont pas cramé, eh ben Ferrara était là. Voilà. Antonio Ferrara est devenu un as de l'explosif. Mais en plus, il possède une qualité précieuse. Il est particulièrement méticuleux, comme le montre ce projet d'attaque de fourgon que nous nous sommes procurés. Les opérations auxquelles il participe sont réglées comme du papier à musique. Les heures de départ et d'arrivée des convoyeurs, le butin, rien n'est laissé au hasard. Et surtout, un croquis reproduit l'intérieur du véhicule blindé avec l'emplacement des billets, des pièces de monnaie et le système d'ouverture des portes. Un travail d'orfèvre qui va donner des résultats spectaculaires. À la fin des années 90, les attaques de fourgons à l'explosif se multiplient. Et bien souvent, les policiers croient reconnaître le style Ferrara. En particulier sur une opération qui va marquer l'histoire des transports de fonds. Revenons tout d'abord sur l'attaque d'un fourgon de la Brinks. On a entendu un gros bruit, c'est un bruit de bazooka, un truc comme ça. Ce jour-là, à Gentilly, en banlieue parisienne,
une dizaine d'hommes déguisés en policiers va mener une incroyable opération commando pour s'emparer d'un énorme butin. Gentilly, c'est pour la première fois de la sauvagerie en pleine rue. C'est un modèle du genre, cette attaque. C'est toujours dans un coin de mémoire, c'est gravé. Nous avons retrouvé un des convoyeurs de fonds. Il s'appelle Dominique Rouault. Ce 26 décembre 2000, à Gentilly, avec ses 2 collègues, il a pour mission de transporter 40 millions de francs. Quand on a chargé le butin, on sort du siège CIC, il y a un sas, et on tourne sur la droite en direction du périphérique. Et à 50 mètres, on s'aperçoit qu'il y a un camion qui vient nous couper la route. Derrière, on sent qu'on se fait percuter par une autre voiture. Un camion de déménagement devant, un 4x4 derrière, le fourgon blindé est pris en étau. Les 3 convoyeurs sont pris au piège. Alors là, on a compris que c'était une attaque. J'ai regardé dans le rétro et je me suis aperçu qu'il y avait un gars, cagoulé, qui est venu mettre une planche contre le coffre du fourgon. Et c'est là que j'ai dit, bon, bah, ils vont nous exploser. On s'est couché par terre. Et puis, au bout de quoi, même pas une minute, le camion a explosé. Ça a soulevé le camion. Il y a un gars qui a dit, les gars, surtout faites pas les cons, tout se passera bien. De l'autre côté, un riverain filme la scène. Les malfaiteurs n'ont plus qu'à emporter les sacs de billets jusqu'à leur véhicule. 7 minutes après le début de l'opération, le commando s'enfuit à bord de voitures équipées de gyrophares. Leur butin s'élève à 34 millions de francs. Là, c'est une borne organisée, bien calculée, chronométrée, chacun son boulot. L'enquête conduira les policiers sur la piste d'Antonio Ferrara. Le gangster est soupçonné d'avoir été l'artificier de l'attaque de Gentilly. Antonio Ferrara n'a que 27 ans et déjà un palmarès inquiétant. Activement recherché, les policiers vont très vite le localiser car l'homme a un point faible. Il est resté fidèle à la banlieue sud et à sa famille. Ferrara est toujours resté très fidèle à ses racines, à Choisy-le-Roi, à la cité Gabriel. Il a besoin pour vivre d'être, je pense, dans son milieu naturel, d'être avec les gens comme lui qui viennent de cité, quoi. D'anciens amis d'enfance qui nous disaient, on le croisait à Tismons, il faisait son jogging, il vivait avec une jeune femme à ce moment-là. 12 juillet 2002, Antonio Ferrara est arrêté à Athis-Mons, dans la banlieue sud de Paris, à quelques kilomètres des lieux de son enfance. L'Italien est écroué à la prison de la Santé à Paris. Il sait qu'il risque de passer ses 20 prochaines années derrière les barreaux. Alors, il n'a qu'une idée en tête, se faire la belle. Et pour cela, le truand va utiliser là encore ses talents d'artificier pour organiser la plus incroyable des évasions. Antonio Ferrara est sous les verrous. Dès son arrivée en prison, l'homme va tout mettre en œuvre pour s'évader. Informé de ses projets, la police va alerter l'administration pénitentiaire à plusieurs reprises. Mais rien, ni personne, ne saura empêcher Antonio Ferrara de réaliser la plus spectaculaire des évasions jamais organisée en France. On a l'impression d'être dans un film de guerre, au milieu d'un film de guerre, quoi. Une opération comme ça, c'est comme une attaque de fourgon blindé. Faire sauter un mur de prison, je ne l'avais jamais vu ni entendu. Ce qu'ils ont fait là, c'est les champions du monde. 5 septembre 2002. Nous sommes à Paris, prison de la Santé. C'est la première tentative d'évasion d'Antonio Ferrara. Cela fait 2 mois à peine que le gangster est derrière les barreaux et ce jour-là, les gardiens ont reçu l'ordre de fouiller sa cellule. Il y a une fouille qui est faite dans la cellule de Ferrara. Au total, on doit avoir 500 grammes
d'explosifs et 6 détonateurs. Il raconte qu'il est arrivé, que c'était dans la cellule et qu'il ne pouvait pas le savoir parce que c'était bien caché. Immédiatement, Antonio Ferrara est donc transféré dans une autre prison à Fresnes, dans la banlieue sud de Paris. Placé à l'isolement, il est ce que l'on appelle un détenu particulièrement surveillé. Pourtant, pour ses gardiens, Antonio Ferrara offre l'image d'un prisonnier modèle. Les rapports des surveillants le présentent comme quelqu'un de très calme, qui ne pose pas de problème, dans son coin, très discret, et voilà. Il s'insère finalement très bien dans la prison. Calme, poli, posé, aucun problème. Pour autant, Antonio Ferrara n'a pas abandonné ses projets d'évasion, bien au contraire. Depuis la prison, l'artificier va solliciter des aides de toutes sortes. Grâce au parloir, il a des contacts réguliers avec ses proches. Mais ce qu'ignore l'administration, c'est que Ferrara cherche aussi des complices à l'intérieur même de la maison d'arrêt. Lorsqu'il arrive en prison, il observe tout et il essaye de détecter qui fait quoi, qui est susceptible de l'aider. Il y a des surveillants, on sait, ils sont fichés. Quand on est en prison, on sait que ce surveillant-là, il est bon à tordre. Bon à tordre, ça veut dire à la corruption. À ce jour, les enquêteurs n'ont toujours pas établi l'identité des complices d'Antonio Ferrara. 10 mars 2003. Dans 2 jours, l'artificier sera dehors. Et pour que l'opération réussisse, il a tout prévu. Le détenu occupe une cellule au centre de la maison d'arrêt. Or, pour s'évader, Antonio Ferrara doit se rapprocher le plus possible du mur d'enceinte. Alors, il va parvenir à se faire transférer ici, au quartier disciplinaire. Les prisonniers l'appellent le mitard. Et à Fresnes, tout le monde le sait, c'est le point faible de la prison. Le quartier disciplinaire à Fresnes se trouve en gros à une dizaine de mètres de la voie publique. À mon avis, c'est le meilleur endroit pour venir se faire arracher. Et pour aller au mitard, Antonio Ferrara le sait, il y a un moyen tout simple, il suffit de désobéir. Alors ce lundi 10 mars 2003, à la sortie d'un parloir, le détenu modèle va refuser la fouille à corps. Une infraction au règlement qui l'envoie aussitôt au quartier disciplinaire. Le moindre refus est sanctionné, surtout de la part d'un individu comme lui. Il va retourner le règlement de la prison à son profit. Le compte à rebours a commencé. Non seulement Antonio Ferrara se trouve désormais dans le bâtiment le plus proche du mur d'enceinte, mais en plus il occupe une cellule bien particulière, la cellule numéro 9. La cellule numéro 9 est au rez-de-chaussée et c'est celle qui est au bout de ce bâtiment. Et c'est donc la cellule la plus proche du mur d'enceinte. L'endroit le plus vulnérable de la prison. Au bon endroit, au bon moment, Antonio Ferrara s'est joué de l'administration pénitentiaire. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur de sa cellule, un téléphone portable et des explosifs attendent le futur évadé. On ignore à l'heure actuelle comment il se les est procurés, comment ça arrivait dans sa cellule. Vraisemblablement, c'était caché dans les toilettes. Il a un téléphone portable au mitard. Il faut arrêter que ça soit du shit, de l'explosif, des téléphones portables, c'est la même chose. Les prisons sont des passoires. La nuit du mardi 11 mars 2003, dans sa cellule du quartier disciplinaire, Antonio Ferrara est un homme déterminé. Muni d'un téléphone portable et de 500 grammes d'explosifs, une dizaine de mètres le séparent désormais de la liberté. L'administration pénitentiaire a été totalement manipulée. Et pourtant, elle était informée de l'imminence d'une évasion. On ne dise pas, on ne pouvait pas imaginer que vous avez un service de police qui ne cesse de dire à l'administration pénitentiaire, attention, Ferrara, il y a toutes les chances qu'il essaie de se faire la valise, que ce soit de la santé, de Fresnes ou d'ailleurs. 12 mars 2003, 4h15 du matin. Fusil mitrailleur en main, un commando d'une dizaine d'hommes cagoulés et vêtus comme des policiers s'approche du mur d'enceinte. Surveillant à la maison d'arrêt, Christian Bouchot habite à moins de 10 mètres de la prison.
Je me suis levé déjà, j'étais vers la fenêtre. Bon, bah, c'est là que j'ai vu les gars qui étaient en train de tirer. Ils avançaient un peu comme des commandos, quoi, puis ça tirait sans arrêt, sans arrêt. On entendait les balles qui ricochaient, qui s'écrasaient sur le Mirador. Ces images ont été tournées par un riverain. À l'intérieur du Mirador, une jeune surveillante, en fonction depuis quelques mois seulement, est impuissante. Elle ne peut absolument pas répliquer. Puisqu'elle était en permanence confrontée à des tirs nourris de Kalachnikov. Pendant ce temps, un malfaiteur va se charger de l'objectif principal de l'attaque, la porte de service de la prison. Et pour cela, il va utiliser la fameuse méthode Ferrara. C'est opération fourgon blindé, mais avec la porte de la prison. L'artificier du commando s'approche de la porte chantier. Il place une charge explosive qu'il fait tenir à l'aide d'un cadre. Pas aussi bon que Ferrara, puisqu'il se nique un œil. La première explosion, ça a tellement soufflé que ça a ouvert les fenêtres de ma chambre. Les assaillants se retrouvent confrontés à une deuxième porte avant d'avoir accès à la cour intérieure. Ils vont utiliser un lance-roquettes. Les membres du commando sont désormais à moins de 10 mètres du quartier disciplinaire. À l'intérieur du bâtiment, Antonio Ferrara pose ses explosifs sur les barreaux de sa cellule. La manœuvre est particulièrement risquée. Il était dans une cellule qui faisait quand même 2 mètres de large. Il n'avait pas de profondeur pour se cacher ou très très peu. C'est ce matelas qui a plus ou moins servi à le protéger. Il va le recourber et il va se mettre en dessous. Le souffle a dû quand même, s'il ne l'a pas blessé, il a dû le rendre pour le moins un peu groggy. Il a été plus ou moins titubant. Il y a beaucoup d'artificiers qui se seraient grièvement blessés. Antonio Ferrara quitte la maison d'arrêt par la porte et sous les hurrahs des prisonniers. Du côté des prisonniers, c'est la franche rigolade. Et les encouragements à Ferrara. Des cris, des sifflements, ça tapait dans les portes. Le commando prend la fuite. Il est 4h30. L'opération est terminée. La police arrive sur les lieux. Les premiers témoins peuvent constater l'ampleur des dégâts. En sortant, déjà, on a vu le Mirador dans l'état criblé comme il était. Où il y avait un trou béant. Qui faisait, je sais pas moi, 70-80 cm de diamètre. Et il y avait même à mes pieds un pistolet automatique et un peu plus loin, il y avait une Kalachnikov. Des douilles partout, des chargeurs vides. En moins de 10 minutes et sans faire de victimes, Antonio Ferrara a retrouvé la liberté et rien ni personne n'a pu l'en empêcher. Sur ce qui s'est passé entre 4h15 et 4h30, personne ne pouvait rien faire. À part Rambo, s'il était là, avec sa grosse mitrailleuse, mais encore. Les portes de la prison de Fresnes attaquées à l'arme de guerre ce matin dans le Val-de-Marne. Un détenu dangereux s'est évadé ce matin du centre pénitentiaire. L'évasion d'Antonio Ferrara est un séisme. En quelques heures, l'onde de choc se propage jusqu'aux plus hautes instances de l'État français. Opération de type militaire, minutieusement préparée, d'une audace sans égale. Des complices, sans foi ni loi, utilisent des armes excessivement dangereuses, utilisent des explosifs. Il n'est pas question de laisser faire ce type de comportement. On se demandait à l'époque si un ministre, le ministre de la Justice n'allait pas sauter. C'est un affront à l'État. Il leur a fait un pied de nez monstrueux. C'est le grand désespoir. C'est le grand désespoir parce qu'il va falloir lui remettre la main dessus. L'incroyable évasion d'Antonio Ferrara est vécue comme une humiliation par les autorités françaises. Plus que jamais, l'homme doit être au plus vite arrêté.
Et pour le capturer, les services de police vont travailler 24 heures sur 24. Rien ne sera laissé au hasard pour mettre la main sur celui qui se croit désormais insaisissable. Il faut le retrouver. Pendant les 4 mois qu'ont duré la cavale, si on était un bandit, qu'on n'avait absolument aucun lien avec Antonio Ferrara, on était relativement tranquille. Des instructions ministérielles sont données. Avec une pression constante de l'État pour obtenir des résultats, quoi, et rapidement. Dans un premier temps, Antonio Ferrara s'impose les règles très strictes d'un homme en cavale. Le fuyard est sur ses gardes. Il faut jamais se relâcher en cavale. Faire confiance à personne. Changer souvent de domicile, pas rester trop longtemps au même endroit. Seulement voilà, Ferrara n'est pas assez prudent. Il passe sa vie au téléphone et cela va lui jouer des tours. Il y a un travail dans ce dossier sur la téléphonie qui a été fait, qui est monumental. Qui connaît Ferrara? 10, 15, 30 personnes, tout le monde est branché. Tous les proches de l'évadé sont placés sur écoute téléphonique. Et Antonio Ferrara ne va pas assez se méfier. Il a peut-être un peu la grosse tête, il croit qu'il est un peu intouchable. Ferrara, quand il s'est évadé de Fred de la façon dont il s'est évadé, c'est un peu pris pour... s'est cru invulnérable. Ainsi, 4 mois après son évasion, Antonio Ferrara va se faire bêtement arrêter. Et même si l'homme s'est fait teindre les cheveux, cela ne va rien changer. 10 juillet 2003, 15e arrondissement de Paris. Ce jour-là, il a un rendez-vous en fin d'après-midi avec 2 individus dans un café. Ce qu'ignore Antonio Ferrara, c'est que grâce aux écoutes téléphoniques, les policiers sont venus eux aussi au rendez-vous. Il a des mèches, il s'est fait décolorer, mais c'est bien Antonio Ferrara, l'homme qu'il recherchait. Seulement les policiers vont commettre une erreur. Ils s'approchent un peu trop près d'Antonio Ferrara. Et d'un seul coup, donc, Antonio Ferrara voit quelque chose. Il entrevoit en fait un visage. Dans le monde de parano dans lequel il vit, immédiatement, donc c'est l'affolement, il faut partir. Antonio Ferrara a repéré un policier, il prend la fuite. Mais au lieu de se cacher, l'homme va prendre un risque insensé. Il retrouve ses amis dans un autre café quelques instants plus tard. Ce qu'ils ignorent, c'est que les policiers ont leurs 2 téléphones portables sur écoute et ils vont foncer là-bas. Lorsqu'il arrive dans ce café, Antonio Ferrara ne se doute pas que l'endroit est cerné. Une 50aine de policiers bouclent le quartier. L'homme s'installe tranquillement au bar, passe commande, en attendant ses 2 comparses. Ce sont ses derniers instants de liberté. Et une fois qu'il est entré dans le bar de Bercy, donc il est hors de question qu'il en sorte. Il est 21h. Ses 2 amis rejoignent le café. C'est le moment que choisissent les policiers pour intervenir. L'interpellation est risquée. Les enquêteurs le savent. Antonio Ferrara est armé et des clients se trouvent à quelques mètres de lui. Pour éviter la bavure, l'opération doit se dérouler à la seconde près. Ferrara avait une sacoche banane et à l'intérieur, il avait un pistolet automatique. Il essaie de la saisir, mais il n'a pas le temps. Il faut le ceinturer. Donc c'est le plaquage de rugby, en sachant qu'il suffit de tenir moins d'1 seconde et que tout le reste de l'équipe va débouler. Ouvrons cette édition avec l'arrestation d'un spécialiste de l'évasion. Antonio Ferrara a été interpellé vers 21h ce soir à Paris. Fin de cavale pour Antonio Ferrara, roi du braquage et de l'évasion. Antonio Ferrara est aussitôt placé en garde à vue dans les locaux de la police à Nanterre. Après son interpellation, l'homme va faire preuve d'un étonnant sens de l'humour. Sa première déposition, il explique qu'il est sans profession, sans domicile fixe et que son dernier domicile connu est la maison d'arrêt de Fresnes. Désormais, Antonio Ferrara est l'un des détenus les mieux gardés du territoire français. Depuis 1 an et demi,
Antonio Ferrara est détenu à Fleury-Mérogis, dans la banlieue sud de Paris. Maintenu à l'isolement, il fait désormais l'objet d'une attention constante de l'administration pénitentiaire. Il est vraiment à l'écart, il a un régime tout à fait particulier. Il dit lui-même, à Fleury-Mérogis, je suis isolé des isolés. Chacune de ses auditions chez le juge s'effectue sous très haute surveillance. Le palais de justice de Créteil devient alors le théâtre d'un déploiement de sécurité spectaculaire. L'objectif, empêcher Antonio Ferrara de s'évader une nouvelle fois. Antonio Ferrara, c'est un garçon qui n'est pas fait pour rester enfermé. Il ferait n'importe quoi pour recouvrer la liberté. Il a encore le temps de s'évader, il a encore le temps d'attaquer d'autres fourgons, il a le temps de se faire reprendre. Il est 31 ans, donc il a encore une page d'histoire à écrire, la sienne. Antonio Ferrara est déjà condamné à plus de 20 années de prison. L'artificier encourt la perpétuité pour son évasion de la prison de Fresnes. Voilà pour cette enquête réalisée par Delphine Kergaillan et Emmanuel Fauconnet. Dans un instant, images et témoignages sur l'un des plus grands scandales de la République, les écoutes de l'Élysée avec des deux mains, 20 ans après les faits, l'ouverture du procès. Mais tout d'abord, Antonio Ferrara, suite et fin avec vous, Hervé Lafranc, patron de l'OCRB. Alors, vous êtes certes tenu au secret de l'instruction dans cette affaire, il faut le rappeler pour les téléspectateurs, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus tout de même. On va regarder une photo, une image, celle d'Antonio Ferrara, celle qui a été prise le jour de son arrestation, dans vos bureaux, je crois, en tout cas. Oui. C'est un homme qui a ce petit sourire aux lèvres. Il était comment quand vous l'avez arrêté? Dans quel état d'esprit? Vous savez, tous ces grands malfaiteurs sont quelque peu joueurs aussi. C'est-à-dire qu'il avait joué une partie de son évasion et là, il avait perdu, il s'est retrouvé interpellé. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut un vrai charisme pour mobiliser 15 hommes pour venir, en tout cas, tenter une libération. Ils ont réussi, 15 personnes, des lance-roquettes, des fusils d'assaut. On vient le libérer, pourquoi? Parce qu'on a besoin de ses services, de sa méthode, de son autorité sur un groupe, c'est cela? Je crois que son évasion démontre qu'effectivement, ses complices avaient besoin de lui. Et aussi parce qu'il a une réelle autorité sur ses complices et qu'il leur manque. Parce qu'on les paye, ces hommes? On les paye cher pour venir faire ça ou pas? En tout cas, dans les pratiques du grand banditisme, on les paye cher pour venir libérer un homme, prendre autant de risques? Dans d'autres affaires qui sont aujourd'hui jugées, on a pu démontrer qu'il y avait effectivement un paiement effectué auprès des complices. Mais je crois que ce n'est pas la seule motivation qui anime les gens qui sont venus ce soir-là, cette nuit-là, chercher Antonio Ferrara. Il y a non seulement de l'argent, mais il y a aussi de l'amitié, il y a aussi de la fidélité. Il y a aussi le besoin d'avoir recours à quelqu'un qui est un type intelligent et qui fédère autour de lui. Antonio Ferrara, on l'a vu dans le reportage, il avait des explosifs dans sa cellule. Un portable dans une prison, apparemment, on a l'habitude de dire que c'est classique. Mais alors des explosifs? Écoutez, pour moi, que ce soit des explosifs, a fortiori des explosifs, mais un portable, c'est pas classique du tout. C'est-à-dire qu'on ne devrait absolument pas avoir ça dans une enceinte sécurisée. Maintenant, force est de constater qu'on les retrouve. Et que non seulement on les retrouve, mais en plus, il est vraisemblable de penser qu'il les a utilisés. Alors oui, il a fait effectivement exploser sa cellule pour pouvoir sortir. Donc ces explosifs, ils n'arrivent pas n'importe comment. Il faut des intermédiaires. L'enquête aujourd'hui n'a rien donné. Enfin, en tout cas... Vous comprendrez que sur ce plan-là, je ne puis m'exprimer clairement. Juste, on va finir. Antonio Ferrara, il rêve que d'une chose aujourd'hui, vous l'avez dit, parce que c'est dans son tempérament, c'est de se faire la belle une nouvelle fois. Il a 30 ans ou 31 ans. Ça va se jouer comme ça pendant des années. Je m'évade, je le rattrape, je m'évade. Moi, je souhaite que la sagesse le rejoigne et qu'il comprenne qu'avec toutes les erreurs qu'il a pu commettre par le passé, la justice va passer et qu'il va rester, il doit rester un certain nombre d'années derrière les barreaux. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Vous parlez de sagesse. En revanche, sur le plan de la sécurité, est-ce que les prisons sont aujourd'hui assez sûres? Ce que je sais, c'est qu'on a énormément travaillé avec l'administration pénitentiaire. Parce qu'il y a eu les hélicoptères, il y a eu Joseph Manconi, il y a eu effectivement Antonio Ferrara. Je pense qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de s'évader de cette façon. D'autant qu'à l'époque, on s'attendait à ce que quelqu'un sorte d'une prison. On s'attendait peut-être peu à ce que quelqu'un ou un commando pénètre dans une prison. Antonio Ferrara, aujourd'hui, selon vous, il ne s'évadera plus?
Écoutez, je ne lis pas dans le mar de café, je n'ai pas le recours à des voyantes, donc je serais bien normal de vous répondre avec précision. En revanche, on peut être inquiet, effectivement, quand on voit qu'il y avait des explosifs et qu'on imagine bien qu'il faut bien des soutiens à l'intérieur même de la prison. On a beaucoup parlé des gardiens de prison qui auraient pu lui faire parvenir ces explosifs. Vous savez, je pense que ce n'est pas arrivé dans sa cellule par l'opération du Saint-Esprit. En tout cas, ceux qui le croient ne font pas le même métier que moi. On l'avait vu en tout cas à l'époque déjà avec Jacques Messrine. Tout à fait. Aujourd'hui, arriver à incriminer telle ou telle personne, c'est autre chose. Il est évident que ces explosifs ne sont pas arrivés seuls dans cette cellule. Et on aura les réponses un jour, vraiment ? Je pense. Je pense. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Secret d'Actualité.